Alors, parmi les dossiers assez bien documentés, il en est un sur lequel je me suis attardé. Il est assez exemplaire des autres, grâce à quelques complicités. C'est l'affaire de la truie de Falaise. Ça se passe près de Falaise, plus qu'à Falaise, dans les confins de l'actuel département de l'Orne et de celui du Calvados. Et mon père était ami avec l'archiviste du diocèse de Sées, qui était en même temps le président de la Société historique et archéologique de l'Orne, l'abbé Flamand, personnage un peu extravagant. Quand j'étais petit, il me faisait peur. C'est ma région d'origine, l'Orne. Mais grâce à lui, devenu jeune chercheur, il m'a fait connaître un certain nombre de dossiers qui n'avaient pas encore été livrés aux archives départementales à Alençon et qui se trouvaient encore assez dans les archives diocésaines, notamment des répertoires de jurisprudence établis par des prêtres érudits locaux au XVIIIe et au XIXe siècle. Cette affaire de la truie de Falaise, même si Falaise aujourd'hui est dans le Calvados, est assez bien documentée. Nous sommes au mois de janvier 1386 et une truie est conduite au tribunal et elle est accusée d'avoir renversé de son berceau 2 enfants qui s'y trouvaient, dont un nourrisson mal surveillé, et ils sont morts tous les 2 et elle a commencé à manger le plus jeune, elle lui a dévoré le bras et une partie du visage. On l'a attrapé, on l'a mise en prison. Le procès a duré 9 jours et pendant ces 9 jours, il a fallu faire garder la truie dans sa prison, la nourrir, d'où des dépenses, des documents comptables. Pour l'historien, ça commence comme ça, bien souvent. Nous savons que l'enfant s'appelait Jean Lemot, le plus jeune enfant, on ne sait pas le nom de baptême du second, que le père était maçon. Il lui a été reproché de mal surveiller ses enfants. La truie a été défendue par on dirait un avocat, un procurator, qui l'a mal défendue. Elle a été condamnée à la peine de mort par le bailli de Falaise. Alors, le bailli à Falaise, à cette époque, fin du XIVe siècle, c'est en fait le juge royal ou son représentant. Et elle a été condamnée à 3 choses. À être traînée rituellement, encore vivante, sur une claie tirée par une jument à travers toutes les rues de Falaise, puis à être pendue, et enfin, une fois morte, que ses restes soient brûlés et ses cendres dispersées aux 4 vents. Plusieurs détails qu'on ne trouve nulle part ailleurs sont extraordinaires dans cette histoire de la truie de Falaise. On confond parfois avec d'autres histoires, notamment une presque contemporaine, la truie de la Ferté-Massé, un autre chef-lieu de canton dans l'Orne, celui-ci, près de Bagnoles-de-l'Orne. Mais ce n'est pas la même histoire. Pour Falaise, là, on a vraiment beaucoup de détails, notamment qu'avant d'être pendue, la truie serait habillée avec des vêtements de femme. Ensuite, le juge bailli de Falaise demande à ce que tous les paysans alentours viennent assister au spectacle du supplice de la truie avec leurs cochons pour que ça leur fasse enseignement. Et enfin, il demande qu'une peinture soit faite dans l'église de la Trinité de Falaise pour garder mémoire de l'événement. Et cette peinture, probablement, a été détruite en 1415 dans les guerres franco-anglaises, quand Falaise a été prise par les Anglais et l'église de la Trinité est partiellement détruite, mais
Elle a été refaite dans le courant du XVe siècle, la peinture, à une date que nous ne connaissons pas, et elle a été vue et gravée même au XVIIIe siècle. Et Balzac, dans une lettre, rappelle qu'il a venu à Falaise, il l'a encore vue en 1820, il avait 20 ans, il en parle à deux reprises. Et puis, il semblerait qu'elle ait été recouverte de chaux à une date indéterminée, cette peinture, et malgré des fouilles et des travaux de restauration, on ne l'a jamais retrouvée au XXe siècle. Alors, il y a dans ce dossier des éléments ordinaires, pourrais-je dire. Le fait d'attraper la truie coupable ou l'animal coupable, de le mettre en prison, de lui donner un gardien, de le nourrir, de lui fournir un avocat, de le juger et de le condamner ou de le gracier. Tout ceci laisse trace dans les documents. Ce qui est fréquent également, c'est que le propriétaire de l'animal n'est pas jugé coupable, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait différent de nos pratiques contemporaines. Si un chien commet ceci ou cela, c'est le propriétaire du chien qui va être pénalement responsable. Là, c'est tout à fait différent. Là, on a demandé au propriétaire de l'animal, dont j'ai oublié de noter le nom, mais il est connu, de faire un pèlerinage à Notre-Dame d'Avranches en mémoire des enfants qui étaient morts. C'est un cas fréquent, faire un pèlerinage pour la mémoire des défunts. Ce qui est totalement inhabituel, c'est d'une part de vêtir l'animal qui va être supplicié. Alors comme c'est une truie, des vêtements de femme, mais en général, on ne pend pas les femmes quand elles sont condamnées à mort, parce qu'on pourrait voir sous leur jupe ce qui sera indécent. Une des peines les plus lourdes pour les femmes, c'est l'enfouissement au Moyen-Âge. Ça n'est pas fréquent, hein. On met peu à mort au Moyen-Âge, hein, contrairement à une idée reçue. On jette peu en prison et on met peu à mort par rapport au siècle suivant.